Bonsoir tout le monde. Notre équipe franco-brésilienne va vous présenter le livre Lacan au présent qui vient d'être traduit au Brésil en portugais par les éditions Atos et Divanche. Et avant de présenter ces livres, je voudrais évoquer la présence de Lacan au Brésil aujourd'hui. Je crois pouvoir affirmer sans trop de risque que l'enseignement de Lacan, après Freud, est prépondérant dans les écoles, les institutions de formation en psychanalyse et dans les différentes universités de psychologie, dans la graduation, maîtrise et doctorat. Dans les sociétés de l'UPA et partout, les psychanalystes au Brésil s'orientent par la lecture de Lacan. Le nombre de thèses lacaniennes, de doctorats en psychanalyse, soit théoriques cliniques, soit en connexion avec d'autres domaines de connaissances, se multiplie à chaque année. Cette effervescence lacanienne se traduit aussi par de nombreuses publications et aussi des maisons d'édition qui publient ceux qui suivent Lacan, dont celle que je dirige, Atos et Divanche Éditions. Actes et Divan Éditions. Pendant les terribles 4 années de gouvernement fasciste au Brésil, l'enseignement de Lacan nous a orientés dans ce désastre de la civilisation qu'on a vécu et les combats quotidiens contre les discours de haine, le suprémacisme, la misogynie, le racisme, l'homophobie, le démantèlement de la culture, les attaques à la diversité sexuelle, au savoir en général et ses institutions comme les universités et les instituts de formation. Nous sommes donc arrivés en 2024 au Brésil avec un Lacan très présent. Et nous sommes très contents d'offrir au public brésilien ce formidable recueil de Lacan au présent 2021, fait par nos collègues français qui trace un panorama des contributions de Lacan, non seulement à la psychanalyse en tant que telle, mais son importance pour la pensée, la culture, la société et ses politiques. Colette Solaire, dans son texte d'ouverture, 2021, Les présences au pluriel de Lacan, nous donne un portrait diffracté de plusieurs versions de Lacan sur la base solide du Lacan psychanalyste. À la passerelle de Colette défile le Lacan officiel qui fait quatuor avec Bataille, Derrida et Foucault, qui aurait gagné à être au panthéon des intellectuels de l'époque. Le Lacan familier, des sentences et formules lancées à la cantonade. Le Lacan styliste d'exception, homme de la rhétorique sinueuse, qui oblige à lire entre les lignes. Le Lacan privé, avec sa façon de se présenter et de parler avec soin et calcul. Et, last but not least, le portrait d'un Lacan personnalité controversée, dressé par ses ennemis de l'IPA. Ce Lacan qui provoque l'amour et la haine est le même qui s'engage dans la radicalité du projet de refonder toute la théorie analytique à partir de l'inconscient. Ce qui fera de lui l'homme à abattre pour les uns et l'homme à suivre pour les autres. Lacan le guerrier est celui qui a perdu la guerre concernant l'institution analytique de Colette, mais a gagné au niveau de sa conceptualisation qui a dépassé toute institution. D'où Lacan le recours. Il est en effet pour nombreux analystes. Mais au-delà de toutes ces versions de Lacan, pourquoi son œuvre dure encore? Ce recueil de textes nous en donne plusieurs réponses. À commencer par Colette elle-même. Son style d'écriture demande à chacun d'y mettre du sien, invite, interpelle, résiste à l'élucidité et à, selon elle, un effet de désir, un effet de poème. Son écriture invite à ce qu'elle appelle un transfini de la lecture. Et dans tout ça, le plus important, toutes les productions de Lacan portent un dire. Et elle conclut, c'est par le dire qui sourd du poème qui fut Lacan
qu'il reste la voie majeure de la psychanalyse. Est-ce qu'aujourd'hui, Colette, c'est une provocation, est-ce qu'aujourd'hui, Colette pourrait risquer à nous proposer un dire de Lacan qui subsumerait tous les dits qu'il a proférés au long de sa vie? De ma part, je dirais que l'endurance de Lacan est due au fait de sa lecture, au-delà des grands épistémiques, que sa lecture, au-delà des grands épistémiques, produit des épiphanies de lecture, ou, comme Joyce le dirait, il nous produit un enchantment of the heart, une joie qui déborde les limites du projet rationaliste qui fut le sien, une étincelle politique dans la nuit des Lumières qui nous enchante le cœur. Je passe la parole maintenant à mes collègues qui présenteront la suite de ce recueil. Christine Silberman présentera les textes « Fidélité de Lacan » de Sidi Ascofaré et « Lacan et la guerre » de Mark Strauss. Christine Silberman. Je commence par dire que chacun de nos deux collègues, donc Sidi Ascofaré et Mark Strauss, nous amène par des chemins assez différents, mais en tout cas à mettre en perspective l'actualité des positions de Lacan et l'esprit de son enseignement. Commençons par l'article de Sidi Ascofaré. À quoi, en dehors de la découverte freudienne de l'inconscient, Lacan n'a-t-il jamais renoncé? Voilà la question que Sidi met au travail ici dans cet article. Pour cela, relisons avec lui le court texte de la 4e de couverture des écrits de Lacan, je le cite. « Il faut avoir lu ce recueil, et dans son long, pour y sentir que s'y poursuit un seul débat, toujours le même, et qui, dût-il paraître daté, se reconnaît pour être le débat des Lumières. » Voilà une véritable position intellectuelle où Sidi Ascofaré fait valoir la fidélité de Lacan et à partir de laquelle la psychanalyse lacanienne et son enseignement se trouvent impliqués. L'esprit des Lumières et l'esprit scientifique qui mêle expérience et raison. Il nous rappelle la valeur de ce terme d'expérience cher à Lacan et définit la psychanalyse comme une expérience singulière triple, tout à la fois clinique, éthique et épistémique. C'est au double fond aussi de la question de Sidi Ascofaré que nous sommes conduits, car tout dans l'humain n'est pas expérience et raison, il y a tout le champ complexe et souvent décisif de l'indétermination, de la contingence, des passions et de la jouissance, et que c'est à partir d'elle que Lacan tentera une refondation implicite des Lumières dont il se réclame. De cette refondation, que retenir très vite? Celle des signifiants maîtres du débat des Lumières, constituant, je cite Sidi Ascofaré, une belle phrase je trouve, le fond idéologique minimal que les psychanalystes depuis Freud ont en commun. Le deuxième, qui est l'esprit scientifique, une forme d'esprit au sens de Bachelard, et à laquelle Lacan est resté fidèle, toujours prompte à la problématisation, la démonstration et la disputation. Au fond, une voie toujours possible, qui plus est dans ce temps du règne de l'opinion qui est le nôtre. Évoquons maintenant un Lacan interprète de son temps. Dans son article intitulé « Lacan et la guerre », Mark Strauss nous amène à prendre la mesure de l'impact de la guerre, il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, dans la pensée de Lacan. Pour cela, Mark s'appuie notamment sur la relecture de la psychiatrie anglaise et la guerre. On est en 1947, Lacan cherche à intéresser ses collègues psychiatres du groupe de l'évolution psychiatrique à la psychanalyse, et il démontre non sans un certain bonapartisme, nous dit Mark Strauss, la place déterminante dans la victoire anglaise de la psychiatrie et au sein de celle-ci de la psychanalyse, à savoir la reconnaissance et le respect dû à l'autre, quel qu'il soit, appelé à occuper une place qui lui correspond et dont il se fera comptable et responsable.
En cela, Lacan ouvre précocement la voie, souligne Mark Strauss, celle que doivent suivre ceux qui se mettent au service de l'homme dans son affrontement douloureux au réel, le rapport véridique au réel, l'éthique. Et puis c'est aussi la position intellectuelle de Lacan que souligne Mark Strauss, un Lacan dont les propos rapportés par François Regnault en 1998 donnent à voir, nous dit Marc, combien le trancher et l'agir sont au cœur de tout le questionnement de Lacan sur l'expérience analytique. C'est l'essentiel de ce texte de 1947, qui nous reste aujourd'hui, nous dit Mark Strauss, une théorie de l'acte qui tranche et une pratique. Enfin, Mark Strauss met en écho un Lacan qui anticipe les abus des puissants, qui vont croissant avec le discours capitaliste, et qui s'enrage contre ceux qui font promesse de guider les autres, l'aveuglement qu'elles impliquent toujours vers le pire. Merci. Merci. Christine, je passe la parole donc à Pierre Pérez, qui va nous présenter le texte « Présence de Lacan Rome » de Michel Bousséroux et le texte « Un nouveau savoir, nouvelle éthique » de Patrick Barriot. Bonsoir. J'ai lu ces deux textes comme une double invitation, à la fois au pas de côté et à aller plus loin. Donc je vais commencer par le pas de côté. À rebours de l'image d'Épinal qui enferme le psychanalyste dans l'espace clos de son cabinet, et parfois même de son fauteuil, ces deux textes introduisent le lecteur à cet autre lieu où se pense et s'invente la psychanalyse, ce lieu désigné par Lacan comme celui de l'école. De Rome à Paris, en passant par Naples, dans une langue claire et érudite, le lecteur est invité à revenir sur quelques-uns de ce qu'on pourrait appeler les temps forts du parcours institutionnel de Lacan. Ce que je voudrais souligner ici, et ce qui m'a beaucoup retenu à la lecture, c'est que ce retour n'est empreint d'aucune nostalgie, vraiment aucune, mais qu'il est au contraire porté, en tout cas il m'a semblé, par l'urgence d'une question. Quel avenir pour la psychanalyse demain ? En réponse à cette question, ces deux textes à la fois se regardent et se répondent. Au fond, chacun soutient l'idée, en tout cas il m'a semblé, que l'avenir de la psychanalyse, au moins pour partie, est fonction de la capacité des analystes à prendre acte de la façon dont Lacan a redéfini la fonction père jusqu'à la situer, on le sait, au-delà de l'Oedipe freudien. Patrick Barriot souligne le point de rupture institutionnelle que cette avancée doctrinale a produit dès ses débuts, en 1963, bien avant les formulations plus tardives des années 70, qui sont largement et brillamment développées par Michel Bousséroux dans son article. A posteriori, on ne peut qu'être saisi par la puissance et la radicalité du diagnostic de 1963. Je cite ici Lacan dans l'introduction au séminaire Les Noms du Père. Il est clair que si Freud, au centre de sa doctrine, met le mythe du père, et il faut souligner mythe du père, c'est en raison de l'inévitabilité de cette question. Il n'est pas moins clair que si toute la théorie et la praxis de la psychanalyse nous apparaissent aujourd'hui comme en panne, c'est pour n'avoir pas osé, sur cette question, aller plus loin. J'en arrive donc à ce second point, aller plus loin. Puisque chacun à sa façon, Patrick Barriot et Michel Bousséroux, vous nous donnez à entendre comment cet aller plus loin, que Lacan appelait de ses voeux, vaut tout autant pour la direction de la cure que pour l'institution analytique.
La psychanalyse ne saurait être une religion, pas plus que l'école une église. 60 ans plus tard, cette distinction n'a rien perdu de son actualité et demeure essentielle pour penser la psychanalyse sans la rater, comme nous y invite Michel Bousséroux. Cette distinction nous rappelle un impératif propre au discours analytique auquel le triomphe actuel de la religion donne un relief particulier. En disant ça, je pense tout particulièrement au lecteur brésilien auquel ce livre s'adresse. Alors en conclusion, puisque c'est une très brève introduction, je voulais vous faire part d'une question issue de ma lecture de vos textes. C'est une question, je m'en suis rendu compte dans l'après-coup, bien trop large, et je m'en excuse. À s'orienter du symptôme plutôt que du nom du père, puisque c'est une des voies, me semble-t-il, indiquée par Michel, quelles conséquences cela entraîne dans notre façon de conduire les cures, de penser l'analyse, la fin d'analyse, et dans notre façon de faire école, dans notre expérience de l'école. Je vous remercie. Merci Pierre. Je passe la parole maintenant à Bruna Americano, qui nous présentera le texte « Lire Lacan » de Marie-Josée Latour et celui « Lacan, une écriture » de Philippe Madé. Bonsoir. Bon, je m'excuse pour les petites erreurs avec mon accent. Bon. Lire Lacan au présent. Lire Lacan au présent. Qu'est-ce que c'est? Avec Latour, on peut dire, on lit d'abord, avant de comprendre. En psychanalyse, c'est double. La lecture de la parole analysante et des textes, inséparables comme la bande de Moebius. Freud s'est attaché à lire la parole. C'est avec sa propre cure que l'analysant pourra occuper la fonction de psychanalyste, pour autant qu'il savait lire et donner à lire. La psychanalyse est une question de lecture. Latour ne laisse aucun doute. Nous voilà à lire Lacan, réalisant Freud, lisant l'inconscient en écoutant les hystériques. Cela nous oblige à faire notre part, car Freud nous propose la voie de l'énigme et non la clé. Pourtant, que resterait-il de la psychanalyse si Freud n'avait pas écrit? C'est la question que Latour pose. Lacan a appris à lire avec Freud. Il a donné le nom Retour à Freud à ces réinventions de la psychanalyse. Une méthode d'enseignement qui invite à lire avec. Lire Lacan, c'est prêter l'oreille, ligne par ligne, à ce qui est dit du rêve, littéraire, expérience de celui qui ne sait pas ce qu'il va trouver dans sa lecture. Au Japon, dans le jardin de pierre, Lacan fait un pas de plus. L'inconscient est poème. Et lire, c'est aussi ne pas lire. Maintenir vivant le pouvoir de la e-lecture. Latour dit, avec de grands auteurs, le peu de savoir que l'on acquiert en lisant accroît notre ignorance. Mais cela ne devait pas étonner l'analysant, alors qu'on lise avec Lacan présent. On continue avec Philippe Madé. Comme lui, je n'ai pas connu Lacan. Je suis né 2 mois avant sa mort. Aujourd'hui, je parle de lui parce qu'il nous a laissé une écriture avec S, des sujets, subjectivité et écriture unique de Lacan.
On connaît Lacan à travers ses transcriptions et ses écrits. Madé explore la lecture de Lacan comme effet et comment il a capturé tant de corps par la psychanalyse. Les premiers contacts de Madé avec la psychanalyse l'ont rendu curieux. Lacan l'est maintenu en tant qu'analysant, étudiant et récemment nommé AME de notre école. L'écriture de Lacan est proche du réel, cherche la vérité et la jouissance. Ce n'est pas une écriture évidente, ce n'est pas chronologique. L'enseignement de Lacan reste vivant à travers ceux qui ont appris avec lui. Les passes et l'analyse placent au pied du réel. Je termine avec une citation poétique de Madé sur la lecture de Lacan. Un acte sans fin, mais avec femme, sans bout, mais avec goût. Bref, heureusement, la femme de l'Élie les maintient parmi nous, toujours présents. Merci. Merci, Bruna. Merci pour ton effort de parler français. Pour nous, ce n'est pas facile, je vous assure. Alors, je passe la parole tout de suite à Isabelle Geneste, qui présentera... Geneste, on dit c'est ça? Geneste. Présentera le texte « L'objet A et son ludion logique » de Nicole Bousseroux, et aussi le racisme interprété de David Bernard. Alors, je vais commencer par le texte, votre texte, Nicole. Votre article s'appuie sur le temps d'avance produit par Lacan, inventeur de l'objet petit a. Au plus fort, au plus près. Vous dépliez comment il a construit cet objet, sa topologie, préciser en quoi la psychanalyse est une praxis qui mérite le nom d'érotologie et que c'est sur le tranchant de l'angoisse que, comme science de l'éros, elle doit se tenir. Ceci nous intéresse particulièrement à la veille de notre rendez-vous international sur le thème de l'angoisse, comment la faire parler. À lire votre article, il semble surtout qu'à l'angoisse, il s'agit de lui faire produire son dire. Un dire qui tranche entre ce qu'il n'y a pas et ce qu'il y a, entre le sujet et la subjectivité, entre le réel de la cause du désir et son nombre porté. Sur ce tranchant, Lacan a produit une pratique clinique inédite. Une pratique du « c'est pas ça », écrivez-vous, parce que la psychanalyse est une pratique de l'objet petit a. C'est le maniement de cet objet, de ce ludion logique, qui mène à la solution de l'analyse et à la production de l'analyste. Ainsi, l'objet A n'est pas un gadget intellectuel, théorique. C'est un objet clinique à l'usage du psychanalyste. Je voulais surtout souligner la façon très précise que vous avez de positionner l'objet A comme levier de la praxis et de l'acte analytique. Dans le même fil également, vous relevez le caractère très spécial de la transmission de Lacan, puisqu'il nous transmet un objet qui reste à inventer par chaque analyste. J'ai trouvé peut-être à faire résonner cet oxymore de Lacan, donner ce qu'on n'a pas, pour ouvrir à l'inédit d'un désir. L'article de David Bernard s'appuie également sur un Lacan en avance sur son temps. Un Lacan qui avait prédit la montée du racisme. Mais il m'a semblé que l'avance de Lacan n'est pas seulement dans la prédiction de ce symptôme social. À lire David, on mesure que son avance à Lacan est d'avoir su élargir la portée du savoir psychanalytique. En effet, à côté de la clinique du désir, Lacan ouvre à la clinique de la jouissance. C'est une clinique qui invite à une autre lecture des symptômes
pour y interpréter et démontrer le réel enjeu. Pour penser le lien à l'autre, à l'étranger, on peut prendre appui sur ce que David a appelé une clinique du mur. Cette clinique du mur implique l'être de jouissance dans son voisinage avec les modes de l'altérité, imaginaire, symbolique et réel. Face au racisme et aux modes de jouissance que tendent à imposer les masses, David Bernard évoque le refus éthique de céder à la psychologie des foules, refus comme affirmation d'un désir séparateur qui peut se dégager dans une psychanalyse. David interroge pourquoi Lacan a-t-il prophétisé le racisme, pourquoi le dire? Et il reprend la réponse de Lacan qui disait que ça ne lui paraît pas drôle et que pourtant c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas drôle et c'est difficile de parler du racisme. Alors, ce vrai pas drôle m'a fait penser au voisin de Raymond DeVos. Parce que Raymond DeVos avait un voisin xénophobe. Il ne supportait pas les étrangers. Il ne les supportait tellement pas que quand il allait chez eux, il ne se supportait pas lui-même. J'ai trouvé là que c'était peut-être un exemple d'interprétation qui retourne l'altérité de la jouissance au cœur de la division du sujet. Merci beaucoup. Isabelle, je passe la parole maintenant à Katharina Aragon, qui nous présentera les textes Lacan familionnaire de Jean-Michel Rabaté et celui Bon à savoir, Lacan et l'ignorance de Frédéric Pellion. Merci Antoine. Bonsoir tout le monde. J'ai parlé un petit pour commencer. Jean-Michel Rabaté, dans Lacan familionnaire, explore la relation complexe de Jacques Lacan avec la famille, tant dans vie personnelle que dans son corpus théorique. La dualité de l'approche lacanienne de la famille est mise en évidence, la valorisation comme essentielle au développement psychanalytique, parce qu'il maintient une attitude critique et démystificatrice. Rabaté analyse la confiance des figures telles que Freud, l'école de Francfort, souligne comment Lacan d'intégrer des idées soulignées et l'économie. L'économie dans sa théorie. Le concept familial est central illustrant la fusion de la familiarité, du capital, dans la psyché humaine. Louvet, de Lacan, 1938, les complexes familiaux est considéré comme un précurseur de ces théories ultérieures. Rabaté relie la famille et à des concepts économiques plus amples, soulignant le rôle du miroir en tant que semblé de la relation entre les sujets et la structure sociale. Frédéric Pellion. Donc, dans Lacan, l'ignorance non pas comme un simple manque de connaissances, mais comme une posture active.
qui peut à la fois protéger et éviter le savoir. Lacan sentiu l'importance de se confronter à l'ignorance dans un contexte analytique comme un maillon daqui se dit à la vérité plus profonde. Solidariser et l'identité. L'auteur réfléchit également sur la société moderne, laquelle pourrait devenir moins réceptive à la psychanalyse, en raison do changement dans le rapport culturel du savoir. L'époque actuelle, il y suggérait qu'il y ait une dévalorisation de la connaissance profonde en faveur d'une information rapide et superficielle, affectant négativement la pratique et la perception de la psychanalyse. L'inconscient est mis en évidence par Lacan comme une forme cruciale de savoir, qui confirme les désirs et les vérités inconnues qui sont essentielles à la compréhension de soi et relie la connaissance aux symptômes en psychanalyse, cherchant une compréhension plus profonde du savoir qui peut conduire traitement plus efficace. Voilà, merci. Merci pour cet effort. Bon, vous avez été confronté à plusieurs accents de la langue française ici, de plusieurs régions de France et aussi du monde. Et bon, pour finir, à la fin de ce recueil, nous avons un petit texte de Bruce Fink qui nous présente son inspecteur Canal, qui est un anagramme de Lacan, détective psychanalyste, protagoniste de son œuvre de fiction Death by Analysis, inspirée par Lacan. Une amusante aventure d'un inspecteur lacanien qui découvre les crimes comme on déchiffre un calembour. Bon, voilà notre présentation et cette confrontation avec la langue et l'étranger. Et voilà, et je crois que ceux qui ont présenté les livres ont lancé quelques questions aux auteurs qui sont présents. Et alors, chers amis, la parole est à vous de répondre. Je me disais, au fond, la présence de Lacan, c'est nous. Nous et toutes les foules dans le monde qui lisent Lacan, qui se guident sur Lacan, qui ont besoin de Lacan. Donc, on est sûr qu'il est là. Et puis, j'étais frappée quand même par un contraste. Quand j'écoutais Antonio nous parler du Brésil, on a aussitôt envie de déménager, hein, quand on entend parler de Lacan au Brésil, comme vous en avez parlé en tout cas. Il est dans les universités, il est partout, il soutient tout le monde contre la dictature même, etc. Et c'était quand même un peu en contraste avec ce que les questions évoquées par Pérez, qui relançait l'avenir de la psychanalyse. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Remarquez, la question était déjà posée en 1972 dans Télévision. Une question sur l'avenir de la psychanalyse, qui était posée à Lacan. Donc je crois que c'est une question qui est posée depuis le début, ça. C'est pas une preuve. Soyons pas pessimistes. Soyons pas pessimistes. Alors, la présence de Lacan, je dirais ça pour finir, hein, parce que je vais laisser la parole aux autres. La présence de Lacan, attention, ça s'est débranché, je crois, non? Alors, non, ça marche. La présence de Lacan, c'est une chose. Est-ce que c'est la présence de la psychanalyse? C'est pas la même chose. Parce que Lacan, maintenant,
il est passé à la notoriété. Il est passé à la notoriété culturelle, artistique, psychanalytique, bien sûr, mais la présence de Lacan et la présence de la psychanalyse, ça fait deux quand même. Donc il nous reste quand même cette question. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Colette Solaire. Un des auteurs voudrait bien Sidi. Non, rien à dire. Non, il n'y avait pas de question. Non, il ne peut pas. Que j'ai présenté, je suis comblé. Ah, très bien. Ah, on est content d'écouter ça. On a fait un effort de condensation de toutes ces idées intéressantes et lumineuses que ce recueil nous apporte. Les Bousserou, hein? Ok. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Il faut venir ici faire un effort quand même. Il est passé à la postérité. Il faut le prendre ici, sinon ça va débrancher. Comme ça? Oui, voilà. Oui. Lacan 2021, eh bien, 21, c'est l'âge de la majorité. Je dirais que l'enseignement de Lacan a atteint sa majorité en 1974 avec la troisième, c'est du moins ce que j'essaye de dire dans cet article, puisque entre 1953 et 1974, ça fait 21 ans, 21 ans qui marquent l'écart, le grand écart, le triple saut des 3 années de Lacan à Rome, les 3 discours de Rome, dont le troisième est celui de, je dirais, la majorité borroméenne de Lacan. Et c'est là que, pour répondre à la question que Pierre vous posiez tout à l'heure, du père au symptôme, bon, là, on peut dire que Lacan a pu dire que le père est un symptôme, mais c'est pas là la question. La question du saut, du passage, de la passe de Lacan, du père au symptôme, évidemment, ne peut se comprendre sans son passage au borroméen, sans son usage du nœud borroméen, la façon dont il s'en sert. La question de s'en servir est essentielle pour essayer de répondre à la question comment la psychanalyse aujourd'hui peut-elle tirer le son de ce passage du père au symptôme, tel que Lacan l'entend borroméennement, symptomatiquement. Alors ça là, c'est une question fondamentale qui nous concerne aujourd'hui, encore plus que peut-être en 1974, et c'est la question de cette passe de Lacan qui consiste à dire la psychanalyse ne réussit qu'à se passer du nom du père, mais à une condition qui est de s'en servir. Et c'est dans ce s'en servir que nous allons essayer de tirer quelques conséquences pour nous. Voilà.
Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nicole Poussero, qui a un très beau texte sur l'objet A. Je vous conseille. Merci. Merci, Isabelle. Ici. Parce que sinon ça Merci Isabelle pour ce que vous avez dit sur ce texte, que j'ai écrit d'ailleurs avec une certaine difficulté, puisque cela m'a obligée à revenir, je l'avais déjà dit à Toulouse, sur un séminaire, l'angoisse qui a été essentielle dans mon analyse et dans mon travail d'analyste. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre l'angoisse et l'objet A, puisque l'objet A, enfin l'angoisse c'est la traduction subjective de l'objet A, que l'angoisse n'est pas sans objet, et que petit a n'est pas cause de l'angoisse, il est le signal de l'angoisse. Voilà, alors je ne voudrais... Enfin, j'ai beaucoup apprécié que vous soyez revenu sur l'offre du C'est pas ça, parce que cette question de l'objet A, pour moi, exige... D'abord, c'est l'invention de Lacan. Il a dit, Lacan lui-même l'a dit, l'objet A existe du fait que je l'ai construit. Et donc, c'est un objet très théorisé, mais qui n'est pas théorique, puisqu'il dépend d'un maniement de l'analyste. La question du ludion en était une sorte d'illustration. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde, je pourrais vous regarder. Et je suis sensible à cette idée du ludion logique qui a un côté ludique, mais qui n'est pas un jeu, et qui montre que quelque chose est à dégager de sa pratique. Donc j'ai été très... l'objet m'intéresse parce que je trouve que c'est ce qui fait la différence entre la psychanalyse et la psychothérapie, qui est un sujet quand même qui est très actuel, puisqu'il y a une dérive de la pratique de la parole du côté d'une écoute et d'une espèce de charité. Bon. La question qui est essentielle pour moi, Michel a parlé de l'usage du neurobroméen. Bon, si je vous disais que mon premier cartel, c'était sur le neurobroméen, et que du coup, je n'ai plus du tout travaillé le neurobroméen. Donc, ce qui m'intéresse, c'est en quoi, effectivement, Lacan a inventé l'objet A, comment nous, psychanalystes, nous avons à inventer personnellement, à partir de notre cure, notre rapport à la parole de l'analysant. Voilà. Merci, Nicole. On voit bien qu'on peut approcher Lacan de plusieurs façons, non? Ce qui est très bien, on n'est pas dans la pensée unique. Et donc, on va passer au livre qui s'appelle justement Par la pensée. Je remercie mes collègues de notre équipe. Monsieur le Président, merci pour votre... Alors, c'est moins drôle, hein, le livre dont on va parler, enfin, moins drôle, oui, au sens de moins enthousiasmant, disons. Le livre dont on va parler, puisque c'est le livre témoin de l'origine de notre mouvement, la psychanalyse, pas la pensée unique. Alors, nous sommes 4. Mes 3 collègues vont parler successivement. Je vais d'abord passer la parole à Vanessa Brassier. Nous allons faire un petit speech chacune, et puis après, j'espère que, avec autant d'enthousiasme que pour la première table, il y aura des interventions de la salle. Voilà, alors Vanessa, je vous passe la parole. Alors merci d'abord à l'équipe des ENCL pour leur invitation à présenter La psychanalyse pas la pensée unique, qui est une réédition préfacée par Colette Solaire d'un ouvrage collectif publié en 2000
au sortir de la crise de 98 qui divisa l'ECF et fut à l'origine des forums. Son importance est d'abord historique pour les jeunes générations, car il éclaire précisément le contexte d'où sont nés les forums, contre quoi ils se sont constitués, le titre l'indique, et pour quelle école ils se sont engagés. Pour ma part, j'ai découvert ce livre à l'occasion de la préparation de la soirée. Et comme quiconque l'a lu, j'ai immédiatement été frappée par la violence inouïe qui a traversé l'école à l'époque de la crise. Celle du climat, celle des accusations, voire des injures, celle aussi des méthodes d'intimidation, de censure, d'ostracisation des voix dissidentes. Le livre en témoigne à chaque page. Et malgré l'analyse détaillée de la logique de la crise et de ses étapes jusqu'à la scission, reste un point de perplexité pour moi. Comment l'ECF a-t-elle pu en arriver là? Comment des gens normaux, sensés, certains brillants et cultivés, parfaitement au courant des phénomènes de société, en sont-ils arrivés là? S'interrogeait déjà à l'époque Louis Solaire. Et j'ajouterais, comment les dissidents ont-ils pu supporter si longtemps ce climat de terreur? Car si la crise connaît son acmé en 98, ces prodromes révoltants ont duré plusieurs années. Singulière est cette crise, comme l'indique le sous-titre, par sa violence, nous l'avons dit, par la personnalité du DG, comme il se nommait lui-même, et par sa temporalité, puisqu'elle est la première sans Lacan. Mais cette crise n'est pourtant pas la seule dans l'histoire de la psychanalyse. Il m'a intéressé de lire dans l'introduction qui sont distinguées les crises du temps de Freud et de ses disciples, dont les enjeux théoriques ciblaient des notions fondamentales de la psychanalyse, et celles après Freud. Après Freud et avec Lacan, qui, par l'acte de fondation de l'EFP en 1964, et plus encore par l'invention du dispositif de la passe en 1967, fait de l'institution même un problème proprement psychanalytique. J'ai relu à l'occasion le texte de Freud, Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, premier texte en son genre issu de la première véritable crise de notre histoire, celle entre Freud et Jung. Le ton y est polémique. Il s'agit pour Freud de défendre l'étiologie sexuelle des névroses, l'Édipe et le refoulement, face aux déviances conceptuelles qui dévoient la psychanalyse et menacent son avenir. À l'époque, tel est l'enjeu, quand la question du fonctionnement institutionnel n'est pas encore considérée comme un problème psychanalytique. A contrario, j'ai réalisé cette évidence que le réel même de l'expérience psychanalytique, le savoir qui s'en élabore et sa transmission, ne peuvent être décorrélés de l'institution qui les pense. Pourtant, pas d'homogénéité, de structure entre l'expérience analytique et l'institution qui la porte. D'où la difficulté, pour ne pas dire l'aporie, à laquelle toute communauté psychanalytique est confrontée. Gérer un collectif, structuré comme tout collectif, par le discours du maître, de nature hétérogène au discours analytique qu'elle vise à promouvoir. Cette tension permanente au sein de l'institution entre le pouvoir politique, gestionnaire d'une part, qui ne peut que faire barrage à la vérité de l'inconscient, et la psychanalyse de l'autre, est l'un des fils directeurs du livre, qui, me semble-t-il, nous invite à nous réinterroger sans cesse sur là ou les façons dont institution et psychanalyse peuvent se conjuguer. Alors comment tentons-nous de répondre aujourd'hui à cette difficulté intrinsèque à toute institution psychanalytique, tiraillée entre la nécessaire gestion de la communauté et la pensée de la psychanalyse au service de laquelle elle est censée œuvrer? Autre remarque, la réflexion sur l'institution reste d'autant plus incontournable qu'une association de psychanalyse est soumise comme tout collectif au phénomène de groupe. Mais revenu à ce propos, ce que disait Lacan dans son texte « Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 ». Si Freud, créant l'IPA en 1910, avait été rendu plutôt attentif aux effets de groupe, là je cite Lacan, il se fut interrogé de plus près sur les voies particulières que la connaissance de sa doctrine exigeait de l'institution qui devait l'assurer. Ces voies particulières, Lacan les frayera plus tard avec son école. Cartel, permutation, puis passe, pour déjouer les effets pernicieux du pouvoir hiérarchique
sur la transmission de la psychanalyse. Un impensé pour Freud à l'époque, qui voulait au contraire doter l'organisation, je le cite, d'un chef, d'un guide, une autorité capable de conseiller et de déconseiller. Comme il le dit lui-même, encore ignorant des phénomènes de groupe dont il ne découvrira la structure que 10 ans plus tard, dans Psychologie des foules. Mais en 1980, Lacan, pourtant bien averti de ces phénomènes, constatera son échec à avoir fait exister ces voies particulières. Il dénonce dans sa lettre de dissolution, je le cite, « l'école, devenue institution, effet de groupe consolidé aux dépens de l'effet de discours attendu de l'expérience quand elle est freudienne. » Si les effets de groupe ont toujours existé dans la communauté analytique, quelle est leur spécificité, s'il y en a une? Une spécificité qui découlerait peut-être de notre métier, où notre seul outil consiste en les pouvoirs de la parole et la puissance du transfert. Cette matière explosive, selon le mot de Freud, dont rien ne nous garantit qu'elle ne flambe aussi en dehors de notre cabinet. Pour conclure, quelle politique de l'institution pour nous aujourd'hui? Quelle voie particulière pour tempérer les effets de groupe, qu'ils soient de violence, d'inertie ou d'identification uniformisante? Plus généralement, qu'est-ce qu'une communauté d'école et par quels moyens soutient-elle l'expérience de la psychanalyse restent des questions toujours d'actualité. Merci Vanessa. C'est vous? Non, c'est Christelle. Ce texte, je l'ai lu pour la première fois, alors analysante et membre des forums n'ayant pas connu la crise. J'en gardais le souvenir d'un effarement à la lecture des invectives qui y sont retracées et d'une consternation qui n'était pas sans converger vers ma grande prudence à l'égard des phénomènes de groupe. Encore prise dans quelques idéaux, ma lecture butait sur cet étonnement face à la violence de certains, que je résumais en un, comment certains analystes, a priori parvenus au terme de leur analyse, peuvent-ils être capables de cela? Ça rejoint la perplexité que Vanessa, tu nous partageais. Les accusations et les coups portés sont durs, la folie allant jusqu'à chercher des traces de gomme. La réédition que nous présentons ce soir m'a incité à rouvrir le livre. Une relecture dans un autre temps, désobscurcie des affects de la première. Il y a un avant et un après. Quand on l'entend dire ou qu'on l'éprouve, c'est qu'un changement structurel s'est produit et fait événement. L'on perçoit le pli cassant du temps, pour reprendre une expression de l'historien Patrick Boucheron. J'articule cela pour vous partager une première question issue de ma lecture. D'où s'origine une crise? Question qui me conduit à une autre. D'où s'origine la création des forums du champ lacanien? Les forums du champ lacanien vont s'inscrire dans l'histoire du mouvement analytique. Leur création fait date, et lire le récit de la crise de 98 nous ramène à ne pas oublier de précédentes années charnières du temps de Lacan, dont les textes de référence sont des textes fondateurs de l'EPFCL, de l'acte de fondation de l'EFP à la dissolution. Au centre de ces différents temps du mouvement analytique lacanien, deux questions, préoccupations. La sélection, le recrutement des analystes selon des raisons analytiques, et la place, et l'organisation de la communauté des analystes avec ce trépied, école, cartel, permutation. Au cœur de la création des forums du champ lacanien, ces questions insistent et courent tout au long de l'ouvrage. Quel type de communauté est susceptible d'accueillir une école de la passe? À quelle nécessité doit répondre une institution analytique pour qu'il y ait chance de trouver du psychanalyste, pour qu'il y ait garantie que la promesse de la subversion de la psychanalyse soit maintenue? L'ouvrage est un enseignement. La crise expose et rappelle vivement la spécificité du transfert et des transferts de travail.
En cela, l'ouvrage rappelle le subtil, le délicat maniement que nécessite l'articulation de 3 composantes liées au discours analytique. Solitude de l'analyste dans son acte, communauté d'analystes pouvant le soutenir, transfert, concept fondamental de la psychanalyse. D'ailleurs, le titre des premières journées des forums du champ lacanien, en mars 1999, les usages du transfert, politique de la cure, politique de l'institution, dit le nœud du travail. Passion des masses transférentielles, écrivez-vous, Colette, dans la préface à cette réédition. Elles sont là, ces passions. Il y a donc à en être averti. Je retiens qu'il s'agit de naviguer dans l'institution avec cet avertissement comme boussole, de manœuvrer sans manigancer. Cela m'amène à une autre question issue de cette relecture. Quand prendre parole? À qui s'adresse une parole dans l'institution? À lire dans le récit de ces années de crise l'usage fait de la conversation ou des conversations, on lit bien ce qu'il y a de fou à proposer perpétuellement le dialogue et surtout jusqu'où cet usage-là peut faire taire et faire glisser certains à des acquiescements silencieux dévastateurs. J'y lis en creux un savoir-faire pour une politique de l'institution, averti des effets transférentiels et averti qu'il peut y avoir à saisir des instants décisifs, tranchants, pour prendre parole. Je dirais que ce livre est important pour toute personne qui s'intéresse bien sûr à la psychanalyse, mais surtout à notre école. Je pense tout particulièrement aux futurs nouveaux membres. Il est important à plusieurs titres. J'en retiens seulement 3. Premièrement, il nous permet de prendre connaissance de l'histoire de la création des forums des champs lacaniens et du contexte de crise qui l'a rendu nécessaire. Colette Solaire, vous évoquez dans votre préface de cette nouvelle édition, je vous cite, « Le climat de terreur silencieuse qui s'est installé progressivement. En effet, au fil des pages, on découvre avec stupéfaction le niveau de violence qui se déchaînait et régnait dans cette communauté analytique, et cela à un niveau international, celui de l'Association mondiale de psychanalyse. Des signifiants chargés de cette violence émaillent tout le livre. Je vais en faire résonner quelques-uns pour donner une idée à ceux qui n'auraient pas encore ouvert le livre. Plagiat, censure, accusation, éradication, crainte des rétorsions, soumission, diffamation, intimidation, radiation, insulte. Face à cette violence de la pensée unique, on découvre qu'un vrai désir de psychanalyse a pris la forme d'un nouveau pari. C'est ce désir de savoir non négociable qui est à l'origine de la création des forums des champs lacaniens. C'est ce que j'ai vu dans le livre. Mais au-delà de ce que l'on apprend sur l'histoire des forums et de cette crise singulière, ce livre nous permet également de préciser et de réinterroger les conditions d'existence d'une école pour la psychanalyse, et donc rien moins que les conditions de la survie de la psychanalyse. Comment maintenir à l'appui des textes de Freud et de Lacan la possibilité d'un travail de pensée dans l'école? Quelle en est la condition? Un des grands mérites du livre est justement d'y apporter quelques réponses, pas toutes. J'en cite quelques exemples. Maintenir l'existence des débats, l'exigence de l'argumentation, l'existence également d'instances qui obligent à la permutation des fonctions et des places, afin de faire obstacle à la concentration de pouvoir qui imposerait un savoir, mais aussi mettre au travail le fonctionnement du dispositif de la PAS à des fins épistémiques et non bureaucratiques et hiérarchiques. Et bien sûr, poursuivre le travail des cartels qui permet à chacun d'avancer. Bon,
Tous ces exemples me paraissent des tentatives de mise en œuvre de ce que rappelait Lacan, à savoir mettre l'institution au pas de la psychanalyse, et non l'inverse. Ce livre, justement, et c'est le troisième point qui a retenu mon attention, nous invite à interroger l'articulation nécessaire entre l'existence du groupe et de l'institution. Il nous rappelle que si cette crise est derrière nous, désormais, les mobiles sont toujours là. Donc, pas d'idéalisation d'une école sans conflit, sans divergence, car elle serait le signe d'une inertie bien contraire à l'établissement de savoirs nouveaux. S'il ne s'agit donc pas d'avoir peur des polémiques, des désaccords, des différends, ni même peut-être des guerres de transfert, une question s'impose alors. Quel espace dans l'institution pour les accueillir, les analyser? Est-ce, Colette Soler, c'est une question, ce dont vous parlez à la fin de votre préface de cette nouvelle édition? Je vous cite. C'est pourquoi notre politique n'a pas seulement deux faces, celle en jeu dans une psychanalyse et celle tournée vers le monde. Elle doit s'adjoindre une politique de l'institution qui travaille aux finalités contre les miasmes des lois du groupe. Voilà, pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendez par politique de l'institution? Oui. Alors, en pensant à cette soirée et au retour sur ce livre, ou plutôt au retour de ce livre, puisque c'est une réédition, vous verrez le livre si vous ne l'avez pas encore vu, il est beaucoup plus beau que le premier, du point de vue esthétique, ce qui n'est pas rien. Bon. Je me disais que les expériences marquantes finissent toujours en nostalgie. Nostalgie des moments où il se passait quelque chose qui, aussi terrible que ce soit, réveille du sommeil de la réalité quotidienne. C'est ça qui fait l'esprit des anciens combattants, hein, bien connus dans les grandes guerres. La nostalgie. Mais ça n'épargne pas les jeunes non plus, s'ils croient que le passé était meilleur, ce qui arrive souvent. Alors, si je pouvais formuler un vœu à l'occasion de cette réédition, de ce livre mémoire qu'est actuellement la psychanalyse, pas la pensée unique, ce serait que ce ne soit pas la nostalgie qui préside à sa lecture. Parce que nous avons d'autres raisons de lire ce livre. D'abord, pour les nouveaux, les jeunes, comme on dit maintenant, en général ils ne sont pas jeunes, mais les nouveaux, à qui ce livre dit si licette, tu peux savoir, car seule cette archive, c'est une archive ce livre, leur permet de saisir ce qui est au fondement de nos options actuelles. Alors, pour eux, pour les nouveaux, c'est nécessaire de le saisir parce que après quelques 20 ans écoulés depuis la crise, eh bien, la page du temps s'est un peu refermée, il faut bien dire. Pour ceux qui y étaient, quelle raison de relire ce livre? Les gens comme moi-même et quelques autres, Antonio et d'autres ici même. Ben, il me semble que nous pouvons bénéficier en le lisant de l'effet d'après-coup. Et en effet, je me suis aperçue que j'y lis maintenant aisément ce que j'ai mis beaucoup de temps, moins à saisir qu'à admettre, à savoir que l'enjeu était très simple. Et sans aucun doute possible, c'était ce que je vais appeler le capital transfert. Parce que le transfert est un capital, voyez-vous.
C'est un capital qui sert comme arme du pouvoir. Alors on peut le voir à l'œuvre dans cette crise, dans toutes les petites péripéties qui s'y racontent. Il y en avait beaucoup que j'avais oubliées, qui m'a été rappelée. Une en particulier à propos d'une journée organisée sur l'angoisse à l'époque, et dont j'avais proposé le titre « L'angoisse entre énigmes et certitudes », et ça avait provoqué une insurrection de notre DG qui a fait une campagne pour dire qu'on lui avait volé, que je lui avais volé cette expression. Et il a pris, c'était un cartel qui avait décidé où j'étais, et il a pris un par un les membres du cartel, et il a réussi à faire avouer à tous, sauf à moi, que oui, on lui avait pris l'expression. Aucun n'a pu dire où, mais on le lui avait pris, sans doute, ont-ils dit, sans doute, en effet, on a dû l'entendre, le voir, et puis on a oublié, donc vous avez raison, cher monsieur. Bon, donc j'avais oublié cet épisode, et je suis retombée dessus en feuilletant le livre, et il y en a beaucoup comme ça, donc c'est très clair, l'enjeu c'est le capital transfert comme arme du pouvoir. Alors, au fond, ce qu'il voulait, c'était l'hégémonie transférentielle, tout simplement. Autrement dit, il a voulu instituer au forcing un sujet supposé savoir unique, lui-même, je ne dirais pas l'égal de Lacan, mais plus que Lacan. Il y en a tous les signes et tous les aveux, disons. Alors, ça c'est pour l'agent maître de cette séquence, si je peux le qualifier ainsi. Mais il y a d'autre part, ce que mes collègues ont évoqué à plusieurs reprises, ce que j'appelle dans l'introduction les masses transférentielles. Et on se demande à leur sujet, comme en d'autres circonstances de l'histoire d'ailleurs, mais comment ont-elles pu cautionner de tels abus? Comment ont-elles pu? Des abus où ce qui se jouait était loin d'être imaginaire. Ça mettait en péril très concrètement la survie de nombre de collègues dans la psychanalyse, puisqu'on faisait une guerre aux clientèles. On essayait de soustraire les patients de ceux qui ne marchaient pas droit. Bon. Alors on peut dire transfert au pouvoir. Oui, bien sûr, sans doute. Mais ce qui me paraît sûr maintenant, c'est que l'on reconnaît du côté de ces masses des passions finalement extrêmement banales. Et en tête de toutes, il y a les deux piliers de la peur. Il y a la lâcheté d'un côté, et de l'autre, il y a la haine qui existe, voyez-vous. Et il faudrait ajouter, je pense, parce qu'il ne faut pas le minimiser, l'espoir de la rétribution. Bon, mais je passe. Ces passions, en fait, elles sont si communes que nous avons toute raison de penser qu'elles sont toujours là. Qu'elles sont toujours là, et l'enjeu transférentiel pas moins, sous des formes diverses, certes, mais n'est-ce pas ainsi que s'avance la répétition? Justement, elle reproduit dans la différence. Alors, ne faut-il pas conclure sans idéaliser aucune des collectivités analytiques, pas même la nôtre, que les concurrences transférentielles travaillent toutes les communautés analytiques, et depuis le début. Ça a commencé dans l'IPA, ça s'est poursuivi dans le FP, puis dans l'AMP. Ça n'a pas disparu chez nous, quoique différemment. Alors, seulement, qu'est-il possible de faire, je me le demande et je vous le demande, contre la gourmandise des leaders transférentiels, d'hier, d'aujourd'hui, d'ici et de là-bas. Bon. Alors je m'amusais à rêver
pourrait-on imaginer un petit catéchisme à l'usage des analystes? Ce serait amusant. Tu n'instrumentaliseras pas tes analysants à des fins politiques. Tu ne les favoriseras pas. Tu éviteras les effets de clic, les obscénités de groupe. Bref, tu te souviendras de la psychanalyse. Ce serait sans espoir, évidemment. Les catéchismes, ça marche parfois dans le discours du maître, pas dans la psychanalyse. Resterait peut-être à prendre modèle sur les Anglais du passé, avec leur gentleman agreement entre les didacticiens, un fait notoire dans l'histoire des institutions analytiques. Au fond, ils essayaient de contenir, de régler les psychanalystes par la prudence des règles de l'institution. Malheureusement, pour nous, c'est trop tard, une telle solution. C'est trop tard parce qu'elle n'était praticable, et elle a marché, elle était praticable qu'avec des analystes s'autorisant de l'institution. Lacan a mis ça par terre. Les analystes, maintenant, ne s'autorisent plus de l'institution, s'autorisent au mieux d'eux-mêmes, mais plutôt de leur bonnet, je dirais. Alors on perçoit là, je dirais, à travers ce qui taraude les groupes analytiques, en effet, que l'institution fait partie des problèmes de la psychanalyse elle-même, contrairement à ce que beaucoup imaginent, qui imaginent à l'institution, on ne va pas se salir les mains, occupons-nous de la psychanalyse. Position fréquente, mais c'est une erreur. Alors, l'institution fait partie du problème de la psychanalyse, en raison sans doute de la nature de l'acte analytique. Parce que l'acte analytique, comme vous le savez, c'est une aide, certes, mais c'est une aide contre, selon l'expression de Lacan. On aide l'analysant, mais contre lui-même. Dit autrement, c'est un acte qui décharite assez ou tellement qu'il ne peut pas se soutenir d'un seul et pas non plus tout seul. L'analyste tout seul, ça n'existe pas, voyez-vous. Si vous en entendez parler, dites-le lui. Il lui faut quelque chose à l'analyste, justement, qui le soutienne, qui l'aide. Il lui faut ce que Lacan a appelé une école, bien sûr, mais ça ne dit pas laquelle. Une école qui n'est pas faite pour le tenir au chaud, mais à rebours pour le mettre en question, l'acte, pour intranquilliser le psychanalyste, pour essayer, au fond, de l'hystériser sur sa propre pratique, afin de le retenir un peu sur la pente, toujours bien savonneuse, de ce mixte qui fait le quotidien des groupes analytiques, selon moi, je l'éprouve tous les jours, ce mélange de dogmatisme conceptuel d'un côté et de routine des savoir-faire psychothérapeutiques de l'autre. Pour ne pas dire pire, pour ne pas dire des savoirs y faire. Alors, à cet égard, je termine, à cet égard, les crises ont un mérite. Non pas qu'il faille en déclencher de nouvelles, c'est pas ce que je veux dire, mais les crises ont un mérite, elles réveillent, et c'est vrai que celle de 98 nous a bien réveillés, on ne pouvait pas plus, on n'a pas souffert longtemps d'insomnie, il est vrai. Elle réveille ce que j'ai appelé, que je ne crois pas faux, le désir de psychanalyse. Le désir de psychanalyse, ce fut le cas de 98, la crise de 98.
Alors c'est au point que je me disais, on pourrait adresser d'ironiques remerciements à l'initiateur de cette crise. Faut pas exagérer. Non, faut pas exagérer, mais...